Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'histoire des avancées médicales en compagnie d'une professionnelle de santé, Bonjour, Amel Manaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de formation médicale, c'est bien Avamel, cela? oui, c'est bien ça. Oui. Alors parlez-nous de votre parcours. C'est du déjà vu. En fait, je suis formatrice médicale. Je donne des cours pour parler du b.a.-ba, des bases de la médecine, et puis rajouter une valeur ajoutée aux professionnels exerçant au Gabon. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de l'histoire de ces avancées médicales. Nous parlerons de transfusion sanguine, mais également du stéthoscope. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant dans le fait d'apprendre ces choses? En fait, je voulais aborder les sujets médicaux de manière un peu plus ludique, puisqu'on dit comme à l'école, pourquoi pas parler de l'histoire? L'histoire, c'est sympa, c'est bien, ça nous apprend des choses. Et puis, des fois, on ne se pose pas vraiment la question, parce qu'on est au XXIe siècle et on ne se rend pas compte que le tout premier médecin ou la toute première idée de la transfusion sanguine, de l'invention du stéthoscope, de plein d'autres choses que nous avons qui sont de manière banale dans notre société, on ne se pose pas la question comment est venue l'idée, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler un petit peu. Alors je vais vous titiller, est-ce que c'était le fruit véritablement de recherches poussées? Est-ce parfois le hasard qui conduisait ces scientifiques à ces découvertes-là? Il y a beaucoup de hasard, beaucoup de curiosité, beaucoup d'audace. Parce que vous savez, durant les siècles, la religion avait l'emprise sur la science et les scientifiques qui ramenaient des choses qui sortaient de l'ordinaire, sortir du sang humain d'une personne à une autre, oulala, quel sacrilège, c'était des choses assez drôles avec le recul, mais qui étaient importantes à l'époque pour que la médecine puisse évoluer jusqu'à maintenant. Alors parlons maintenant de l'histoire de la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, on la doit d'abord au patient qui a nécessité une transfusion, qui s'appelle Dumauroy. C'est un patient français, ça se passe en 1667 à Paris. Et ce monsieur, c'était un peu le fou du quartier, c'est-à-dire c'était le petit monsieur tout excité, un peu fourbe, qui se baladait tout nu dans le village et qui embêtait tout le monde, qui mettait les feux dans la maison. Et à l'époque, on pensait que le sang véhiculait le caractère. Il n'avait aucune autre fonction que juger notre caractère. Donc on faisait des transfusions pour changer le caractère des gens. Mais on ne peut pas transfuser un sang humain à un sang humain. Quelle barbarie! Ouh là là, on ne peut pas. Non. Donc on prenait, qu'est-ce qui restait? Les animaux. D'accord. Et donc selon le caractère de la personne, si on avait un mari infidèle, par exemple, quel est le sang de l'animal le plus fidèle? C'est le chien. Si on avait un fou furieux, comme ce pauvre Dumauroy, eh ben, on va prendre un animal placide, doux, gentil, le veau, par exemple. Et c'est exactement ce qui se passait. Donc, un certain docteur Denis fait une première transfusion sanguine qui réussit. Donc, pendant 2 jours, le monsieur, il est devenu tout gentil, tout va bien, il ne se balade pas nu dans la rue, il n'embête personne. Aucune complication, aucun problème. On a considéré que c'était réussi. Et donc, 3-4 jours plus tard, parce que forcément cette transfusion ne guérit pas, je pense que le monsieur il était plus en état de choc qu'autre chose. On refait une deuxième, et puis là on est face à un problème de transfusion sanguine et la personne décède. Et donc sa veuve décide de porter plainte, ça traîne dans les couloirs de la monarchie en France à l'époque, et puis le roi décide en 1668 d'interdire toute expérimentation sur les transfusions sanguines. Alors, que se passe-t-il? Un siècle et demi plus tard, en 1881, un certain docteur Denis Blandel, qui est anglais, il est gynécologue et il fait accoucher une femme qui est en train de se vider de son sang. 10 ans avant, il avait fait des expériences, mais en cachette parce que c'était interdit. Et il a conclu que la transfusion marcherait mieux quand elle est dans la même espèce. C'est-à-dire qu'il a fait des transfusions sanguines d'un chien à un chien et ça se passait très bien. D'un chat à un chat et ça se passait très bien. D'un cheval à un cheval et ça se passait très bien. Donc il est persuadé, il ne peut pas le prouver, mais il est persuadé qu'en le faisant dans la même espèce, déjà il y a moins de risques et ça peut réussir. Et donc il est face à cette jeune dame qui est en train de se vider de son sang, qui fait une hémorragie post-accouchement, post-mortem, et là, il décide il ne sait pas quoi faire, donc il décide de prendre ce risque. Il prend le risque pour sauver la dame, donc il demande au mari de dénuder son bras, et il le blesse, il récupère son sang, il le transfuse à la patiente, et elle survit.
Et donc on se dit, bon ok, donc ça marche, c'est comme ça que ça devait marcher, c'est possible. Et pendant quasiment 10 ans, de 1881 jusqu'à un peu plus tard de 10 ans, ça marchait une fois sur deux. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des groupes différents, sanguins et tout. Donc on faisait un peu à tâtons et on ne savait pas trop pourquoi ça marchait des fois et que ça ne marchait pas d'autres fois. Et à quel moment a-t-on réalisé qu'il y avait des groupes et forcément des compatibilités entre certains? Des compatibilités, ça a été fait en 1901. Donc vous voyez, la première transfusion, la première idée, c'était en 1667 et ce n'est qu'en 1901 qu'on a le prix Nobel Dr Leinschneider, qui est autrichien, qui a découvert le groupage sanguin. En fait, à la base, un petit peu par accident. Parce qu'il voulait étudier, il voulait prendre plusieurs types de sang de personnes pour savoir si ce n'était pas une infection qui créait le problème. Et donc, voilà, il se rend compte que non, il y a un groupe sanguin, il trace le fameux tableau avec lequel on travaille jusqu'à maintenant, A, B, C, D, etc., du groupage sanguin. Et c'est à partir de 1901 qu'on a compris qu'il fallait vérifier qu'on a le même groupe pour que ça puisse marcher. Alors, on parlait du groupe sanguin, il y a également le stéthoscope, cet appareil que l'on voit bien souvent accroché au cou des médecins. Alors, à quoi sert-il et quelle est l'histoire de ce stéthoscope? Le stéthoscope, il a été découvert dans son ensemble lors du XVIe siècle, avec un médecin français, breton, très austère, Dr Laennec. Dr Laennec, il est obsédé par une jeune patiente, une vingtaine, qui souffre d'un problème qu'il n'arrive pas à diagnostiquer. Et comme c'est quelqu'un de très rigoureux, ça lui prend la tête. Il va tous les jours chez cette patiente. Sachez qu'à l'époque, les mœurs faisaient en sorte qu'on ne déshabillait pas les patientes pour les ausculter. Donc, pour savoir ce qui se passait à l'intérieur, on avait des techniques un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre une main sur le torse, le micro, et puis percuter. Bon, ça donnait pas grand-chose. C'était un tout petit peu aléatoire. Aléatoire. Bon, c'est du liquide dans le poumon, on va le savoir. Autrement, ça donnait pas grand-chose. On pouvait poser la tête et mettre l'oreille pour essayer d'écouter, mais il y a des couches et des couches de vêtements. Donc, Laennec, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis un jour, il voit des enfants dans une ruelle de Paris qui jouent. Le jeu, c'était simple, c'était une poutre de bois. Et il y avait un enfant d'un côté qui grattait avec un objet métallique et l'autre de l'autre côté qui mettait l'oreille et qui écoutait ce son amplifié et qui éclatait de rire. Le médecin, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il met l'oreille, il voit que c'est amplifié. Et là, il court chez sa patiente, il a eu l'idée, il prend un bout de papier, il fait un rouleau comme ça. D'accord. Voilà, tout bêtement. Il pose sur la poitrine de la patiente et hurrah, il entend le souffle métral d'un cœur. Il était convaincu que c'était un problème cardiaque. Et donc, voilà, il a eu la première intuition, elle était bonne. Donc, le problème, il était effectivement cardiaque parce que le battement de cœur n'était pas régulier. Mais il ne pouvait pas poser un diagnostic. C'est-à-dire qu'à l'époque, il écoutait, mais on n'a pas d'échographie, on n'a pas de radio. Donc, il ne peut pas associer les bruits qu'il entend à un diagnostic. Qu'est-ce qu'il faisait? On attendait la mort, malheureusement, des patients. Et on faisait une autopsie. Et après, on associait ce qu'on voyait à chaque bruit qu'on a écouté. Il a commencé à écrire un ouvrage qui est devenu la Bible de la médecine moderne. Le premier stéthoscope, il était fait de bois, de cerisier, démontable. D'accord. Et après, avec les années, on a évolué jusqu'au stéthoscope Alors, qu'on connaît aujourd'hui. Amel Manaï, vous donner l'opportunité du mot de la fin. En quelques secondes, que retenir s'agissant de ces avancées? Ce qu'il faut retenir, c'est que la médecine, c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'audace. Elle a beaucoup d'histoires, beaucoup d'aventures à découvrir à travers l'histoire de la médecine. Et puis, espérons que la rubrique plaise et qu'on aura des réactions sur d'autres sujets médicaux qu'on pourra aborder prochainement, je le souhaite. En tout cas, nous attendons les réactions des inconditionnels de l'entre-deux. Merci infiniment, Amel. Voilà, Amel Manaï. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de formation médicale. Merci encore. Nous allons gentiment vous raccompagner vers la sortie avec cette transition musicale. Nous allons maintenant parler de radio. Sur le plateau de l'entre-deux, nous accueillons nos collègues de Radio Gabon.